Bonsoir à tous. Les Camerounais s'attendaient à un véritable tsunami lors de la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale chargée de saisir les grandes opportunités et impulser un véritable développement économique, social et culturel et politique du Cameroun. Le chef de l'État, fidèle à ses habitudes, vient de dérouter l'opinion publique en choisissant un réaménagement gouvernemental, une dizaine de ministres limogés et la majorité des membres du gouvernement maintenus sur la base d'un jeu de chaises musicales et d'équilibre sociopolitique. Mais l'entrée dans le sérail des baroudeurs politiques ne laisse pas indifférents les Camerounais. Maître Jean de Dieu Momo, fervent soutien de Paul Biya durant la campagne présidentielle, personnalité politique aux propos les plus controversés ces derniers mois, conseiller municipal, propulsé ministre délégué auprès du ministre en charge de la justice, et une femme, Célestine Ketia Cortez, illustre maire de Banganté, militante engagée du RDPC, réputée pour le développement de sa commune, qui est désormais chargée pour diriger le département ministériel de l'habitat et du développement urbain. Au-delà de l'arrivée tout aussi remarquée de Ibrahim Talbamala, directeur général de la Sonara dans le secteur névralgique des marchés publics, c'est la promotion de Jacques Famdongo et Ferdinand Ngonga qui laisse sans voix des observateurs avertis de la scène politique au Cameroun. Le ministre de l'Enseignement supérieur et le secrétaire général à la présidence de la République sont promus ministres d'État au Cameroun. Ce premier gouvernement du septennat des grandes opportunités placé sous la présidence de Joseph John Goutier traduit-il une volonté réelle de relever un pays miné par des crises économiques, sécuritaires et politiques, entre le statu quo et des promotions inattendues? Quels sont les critères pris en compte dans le maintien, le limogeage et l'entrée en scène des nouveaux ministres dans le gouvernement? L'une des plus grandes batailles à mener pour redresser le Cameroun, c'est la lutte contre la corruption. Cependant, des enquêtes de la CONAC sont de plus en plus contestées par des entreprises camerounaises et qui sont évoquées dans la presse durant cette semaine. L'entreprise Congelcam qui dénonce une enquête erronée de la CONAC à propos des prétendus transferts irréguliers de capitaux, la pratique de corruption et les détournements de deniers publics. Cette vive contestation du rapport 2017 de la CONAC suscite des interrogations sur ses méthodes d'investigation. Ces problématiques majeures de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse, première édition de l'année 2019. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des experts de haut vol conviés sur ce plateau. Et pour cette première édition de l'année 2019, je reçois sur ce plateau Maître Emmanuel Pincy. Bonjour. Bonjour et je dis encore bonne année à tous les téléspectateurs de votre télévision dans cette excellente émission qui est assez prisée. Je dois dire que j'ai essayé de prédire le gouvernement du président Paul Biya, mais pas dans la configuration qui... Justement, nous en parlerons. Vous êtes avocat au barreau de Cameroun, militant du RDPC. Également présent ce dimanche avec nous, Maître Fidèle Djoumbissi. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous les téléspectateurs de Télévision Equinox. C'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau et surtout la première émission de l'année. C'est l'occasion pour moi de présenter mes vœux les meilleurs pour tous nos concitoyens. Et je pense que l'année 2019 sera une année riche, surtout qu'il y a des échéances qui arrivent et que nous souhaitons que les réformes soient entreprises afin que ce qui est arrivé en 2018 n'arrive plus. Avocat au barreau du Cameroun également, mais militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Troisième panéliste présent ce dimanche, consultant et éditorialiste pour le quotidien La Nouvelle Expression, consultant pour droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufélé. Et merci d'être avec nous encore cette année 2019. Et je salue tous les copanélistes et j'adresse mes vœux les meilleurs et une bonne et heureuse année 2019 aux téléspectateurs fidèles de cette émission. Et le quatrième panéliste en place sur ce plateau de droit de réponse, Hilaire Zipan. Bonjour. Bonjour Noufélé, bonjour à tous les téléspectateurs. Je veux les meilleurs à tous les téléspectateurs de la chaîne Equinox. Analyste politique, conseiller municipal du mouvement progressiste. Merci d'être avec nous ce dimanche. Et je commence avec vous, Edmond Kambia. L'année 2019 démarre avec
une nouvelle configuration de l'équipe gouvernementale, la toute première du septennat des grandes opportunités. Quelle est votre première analyse sur cette nouvelle configuration de l'équipe gouvernementale au Cameroun? La première chose qu'il faut dire, c'est que ce gouvernement était très attendu. Mais est-ce que c'était le type de gouvernement que les Camerounais attendaient? C'est la première question qu'il faut se poser. Parce qu'en réalité, pour beaucoup de Camerounais que nous avons rencontrés quelques minutes dans les heures qui ont suivi ce gouvernement, c'est la montagne qui a accouché d'une souris. C'est l'impression, c'est ce que beaucoup ont dit lorsque nous avons tendu le micro pour savoir ce qu'ils en pensent. Ensuite, il faut dire que ce gouvernement, qui était très attendu, est constitué d'un certain nombre de personnalités. En réalité, il y a 3 temps forts que l'on peut observer dans ce gouvernement. D'une manière globale, il y a des promotions, il y a des arrivées et des départs, et enfin, il y a ce qu'on peut considérer dans ce gouvernement qui a été formé comme des choses inattendues, des questionnements, des situations qui suscitent la controverse et enfin la maîtrise des équilibres sociologiques pour bien respecter ce critère. Et si tu le permets, je pourrais peut-être commencer par les promotions. Avant qu'on en vienne là, j'aimerais également avoir la réaction de Maître Fidèle Dioubissi sur ce réaménagement gouvernemental. C'est l'option choisie par le chef de l'État, alors que d'aucuns s'attendaient à un gouvernement assez neuf que celui qui vient d'être mis en place. Quel est votre point de vue? Qu'il s'agisse de réaménagement du gouvernement ou bouleversement total d'un gouvernement comme attendaient nombreux Camerounais, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, ça ne nous intéresse pas. Et ça ne nous intéresse pas parce qu'il s'est agi au cours de l'élection du 7 octobre 2018 d'un hold-up électoral. Et nous sommes en présence d'un gouvernement, d'un pouvoir illégitime. Non, M. Biya est illégitime. Il est usurpateur et ne peut produire qu'un gouvernement illégitime. Nous observons qu'il a réaménagé son équipe, c'est-à-dire son clan de prébendiers. Parce que ceux qui dirigent le Cameroun depuis quelques décennies sont insensibles aux souffrances des populations camerounaises et ne se préoccupent que de leur bien-être. Vous avez, comme moi, remarqué dans le rapport de la Banque mondiale qui a relevé qu'au cours de l'année 2017, 52% du budget ont été utilisés pour le fonctionnement, c'est-à-dire pour le bien-être des dirigeants. 35,5 milliards de francs CFA utilisés pour le carburant et 42 milliards utilisés pour les gratifications. Donc, vous voyez que ce gouvernement, quelle que soit la forme qu'il prend, il ne se préoccupe pas des intérêts de la population. Et dans tous les grands projets, et le président Maurice Kamto l'a bien fait de relever dans son discours, tous les grands projets qui sont conduits sous l'autorité de M. Biya, ces projets sont multipliés par 2 ou par 6. C'est la Banque mondiale qui a indiqué. Nous en parlerons au cours de cette émission. Donc, alors, avant, c'est un gouvernement qui ne nous intéresse pas parce que... Justement, permettez aussi à d'autres panélistes de pouvoir réagir. Après, attendez que je chute. Je vous en prie. Au mouvement pour la renaissance du Cameroun... On a bien compris votre position. Permettez à Hilaire Zipan maintenant de pouvoir s'exprimer. Hilaire Zipan a la parole. Permettez-moi de chuter. Hilaire Zipan a la parole, Maître Fidèle Dioubissi. Alors, Hilaire Zipan, la presse a spéculé durant de longues semaines sur cette nouvelle équipe gouvernementale. À l'observation de ce réaménagement ministériel, quelle est votre première analyse? D'abord, il faut dire que à la suite d'une élection, il est de coutume, pas d'obligation, de coutume, que soit on remanie le gouvernement, soit on le réaménage. Mais pour les élections du 7 octobre, il s'agissait des élections présidentielles. Donc le président de la République pouvait ne pas réaménager ou pouvait ne pas remanier
Ce d'autant plus que les équilibres de des forces à l'Assemblée nationale obligent le président soit à remanier, soit à réménager. C'est plutôt aux élections législatives que la contrainte lui soit permise. Par contre, les événements qui ont permis aux Camerounais de vivre l'année 2018, notamment le retrait de la CAN, et certains dossiers suffisamment brûlants, commandaient au président de la République de nommer certainement de nouvelles personnes. Et en cela, le choix qu'il a fait, c'est de réaménager. Maintenant, je pense qu'au point de vue constitutionnel, il n'avions aucune disposition. Parce que le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition du Premier ministre, il nomme les membres du gouvernement. Voilà la phrase telle que lapidaire, telle qu'elle est présentée. Maintenant, est-ce que le président de la République a nommé un Premier ministre? Oui. Est-ce qu'il a nommé un gouvernement? Est-ce qu'il a remanié un gouvernement? Il a choisi plutôt de réaménager. À mon sens, on aurait plutôt avoir la lecture de savoir que une fois qu'on a nommé un Premier ministre, un nouveau Premier ministre, en principe, l'équipe ancienne a rendu son tablier. Au point de vue cohérence. Mais ce n'est pas d'obligation. Mais maintenant, le président de la République a plutôt choisi de réaménager. Est-ce que ça veut dire que le nouveau Premier ministre, tout de suite, a fait option de prendre par devers lui ou d'accepter dans ses équipes tous les autres? Je pense que toutes ces interrogations montrent que le chef, le patron du pays, c'est le président Biya et non le Premier ministre. À votre suite, Maître Emmanuel Pensy, êtes-vous satisfait de cette option choisie par Paul Biya, celle de procéder à un réaménagement ministériel quelques mois après son investiture en tant que président de la République pour les 7 prochaines années? Bon, disons que le président est le seul élu et la seule personne qui est légitime, je ne vois pas comment je peux venir dire ici que je dois être quelqu'un qui doit dire qu'il a bien ou qu'il a mal fait. Ce que je remarque tout simplement, c'est que nous sommes dans un régime présidentiel fort, jupitérien, et dans lequel le président de la République, contrairement à par le passé, a attendu 2 mois après son investiture pour changer de Premier ministre et faire quelques jeux de chaises musicales, comme vous dites, et puis surtout élargir un peu le gouvernement en faisant appel à ce que nous appelons un partenaire, Maître Momo, qui, il n'y a pas très longtemps, le critiquait, mais pendant les élections, a fait des discours assez remarquables pour dire de voter pour le président. Et je dois dire sur ce point-là que le président voulait dire par là, c'est une invite, que ceux qui qu'on va demander de voter pour lui, ceux qui sont avec lui, que ce soit ici au municipal ou législatif, ils peuvent faire appel à eux. Donc c'est un acte éminemment de stratégie politique qu'il a eu à faire. Vous avez eu à noter tout à l'heure, le départ d'un Premier ministre, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Mais tout le monde s'attendait, parce qu'il a passé 9 ans et 6 mois à la tête du Premier ministère, et c'est sans précédent dans cette République. Alors, le choix de John... Mais au sein de ce gouvernement, il y a des ministres qui ont déjà plus de 10 à 15 ans dans des postes ministériels et qui n'ont pas bougé jusqu'à cette heure. Il y a même le départ de Amadou Ali, qui lui avait dépassé une trentaine d'années. Oui, depuis 1984, par là. 1983, août 1983, voilà. Amadou Ali. Donc ça fait à peu près 36 ans. Vous avez Bello Bouba Maïgari aussi. 1997. Bello Bouba Maïgari, 1997, mais il était là aussi. Il était là avant. En 1997. Oui, mais ceux qui sont de continuité. Oui, sans je vous ai expliqué par exemple sur la longévité La ministérielle, qui est sans précédent. Donc ça se caractérise par le fait que le président Biya a la confiance d'un certain nombre de personnages avec lesquels il travaille, et que surtout, il y a des équilibres. Jean-Denis Momo remplace, je pense, le ministre délégué Fogui, qui est de Tchang comme lui. Et que de l'autre côté, quand vous voyez Madame Cortès, je pense aussi qui a fait Mbouenchou, il doit être du département d'Undé. Je dois dire ici, s'agissant de Cortès, qu'elle a une attitude qui a été fort remarquée et appréciée, parce que à Banganté, le président a gagné. Donc ce n'était pas très facile en ce qui concerne les élections présidentielles de gagner à l'Ouest. Mais tout à l'heure, je voudrais quand même reprendre mon ami fidèle pour lui dire tout simplement de cesser ce langage
de dire qu'avec 71,28% et le MRC avec 14,21%, le MRC avec à peu près 500 000 voix se trouve plus légitime que celui qui a gagné les élections présidentielles. Cette méthode Coué ne marche pas. Elle ne marche pas au Cameroun. Il faut cesser cela. Vous avez un élément important qui va arriver. Et je pense que c'est cet élément important. Zipan l'a dit tout à l'heure. Les élections législatives et municipales vont arriver. Et que le président ne pouvait pas, si vous regardez, faire partir ceux qui ont gagné les élections, ont fait gagner les élections dans leur fief, dans leur village. Ce n'est pas vérifiable pour tous ceux qui ont été maintenus au gouvernement, mais j'aimerais, avec vous, messieurs, laissez-moi terminer. Que l'on poursuive cette émission en attendant qu'on arrive sur les critères qui ont conduit au maintien. Je voudrais juste faire un mot s'agissant du nouveau Premier ministre. C'est quelqu'un de fort discret. J'ai une anecdote. Un jour, il y a quelques années, je me retrouvais en train de dîner au Hilton dans une fête par des amis. J'étais sur la même table que lui. Moi, tout le monde discutait, etc. Et à la fin, quelqu'un vient lui dire bonjour, monsieur le ministre. Et je me suis penché pour lui dire il est ministre de quoi? Et tout le monde m'a dit oui, il est ministre délégué, chargé des relations avec le Commonwealth. Personne ne le connaît. Donc il a d'une discrétion exemplaire. Et surtout, vous avez vu, la joie dans son quartier, c'est quelqu'un qui a mis des forages dans son quartier. Et c'est quelqu'un qui est sérieux, c'est un juriste qui a fait ses études d'abord à Yaoundé puis à Londres, et un enseignant. Et je crois que sur ce point-là, c'est un homme du Sud-Ouest. C'est également un appel par rapport à la crise anglophone pour mettre un anglophone. Quant à celui de la Sonara, on en parlera. D'abord, restons sur le choix de Joseph John Ngouté, qui est désormais Premier ministre à Edmond Kamga. Vous avez suivi. C'est d'abord autour de 17h que le président de la République a signé ce décret portant nomination de nouveau Premier ministre, Joseph John Ngouté, ancien ministre chargé de mission à la présidence de la République, plus connu sous la casquette du ministre délégué en charge des relations avec le Commonwealth, une nomination qui intervient au lendemain de l'incendie de sa résidence dans le département du Dian, dans la région du Sud-Ouest. Comment appréciez-vous le choix porté sur ce nouveau Premier ministre? Le choix porté sur Joseph John Ngouté est une surprise. Une surprise pas seulement pour les hommes politiques du sérail ou de l'opposition, mais même pour les observateurs politiques, les observateurs de la société politique camerounaise. Parce qu'on ne l'a pas vu venir. On savait juste, pour l'essentiel, que ce serait probablement un autre Camerounais d'expression anglaise, c'est-à-dire quelqu'un du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. Et on observe que c'est quelqu'un du Sud-Ouest qui remplace un Premier ministre originaire de la région du Nord-Ouest, Yan Philémon. Et c'est une tradition d'ailleurs depuis le retour du pays au multipartisme. Après Sadou Ayatou, qui a gouverné, qui a été chef de gouvernement entre avril 91 et avril 92. Depuis lors, depuis avril 92, ce sont des Camerounais anglophones qui sont premiers ministres, chefs de gouvernement. Il y a eu Achidi Achou, il y a eu Peter Mafani Moussongue, il y a eu Ephraim Enoni, il y a eu Yan Philémon, il y a eu enfin l'actuel Premier ministre John Ngouté, qui, pour l'essentiel, est connu pour les 20 ans qu'il aura passé comme ministre chargé auprès du ministre des Relations extérieures du Commonwealth. Donc, quand je parle du Commonwealth, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est pétri de l'univers de la diplomatie. Donc, c'est quelqu'un qui est un diplomate en réalité. Après les 20 ans qu'il a passé auprès des différents ministres chargés des Relations extérieures qui sont passés, qu'il a vu défiler, et vous savez que le Commonwealth traite principalement des questions qui concernent des pays de tradition britannique ou des pays anglo-saxons. Et le Cameroun vit depuis 2 ans, depuis plus de 2 ans d'ailleurs, une crise anglophone profonde. Donc, il est un interlocuteur de premier plan. C'est l'un de ses atouts. C'est vrai qu'on l'a vu sur le terrain. Lorsqu'il a été envoyé en mission en Afrique du Sud, il faisait partie de ces délégations qui allaient expliquer à la diaspora la position du gouvernement. Hélas, la diaspora camerounaise en Afrique du Sud les avait très mal reçus. Il s'en est fallu de peu pour qu'ils ne soient pas blessés lors de cette rencontre-là en Afrique du Sud. Mais pour l'essentiel, c'est un homme sans problème. C'est-à-dire, c'est un homme visiblement, on pourrait dire vierge politiquement entre guillemets, parce qu'il n'est pas expansif, il n'est pas très médiatique, il ne parle pas beaucoup, mais il travaille. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit la configuration globale du gouvernement,
on a le sentiment que le chef de l'État, à certains postes, a privilégié des gens qui sont diplomates. Je pense à Sadi René Emmanuel, qui va porter désormais la voix du gouvernement au ministère de la Communication. Et c'est très important. Il remplace quelqu'un qui était un peu plus volubile, plus expansif. Et à une période comme celle-ci, où le Conseil de sécurité regarde comment le Cameroun se comporte, de placer à la tête, par exemple, de la communication un diplomate, c'est une bonne chose. Restons sur le Premier ministre. Pour dire qu'il a autant d'atouts que, je ne dirais pas des défauts, mais peut-être des limites qui sont liées au fait justement qu'il ne soit pas très connu, qu'on ne lui connaisse pas. Qu'on ne lui connaisse pas, en tout cas le large public, des faits d'armes qui pourraient parler en sa faveur. Mais le fait qu'il ne soit pas un homme à casserole est un élément important pour la discussion, pour le débat qui est très attendu aujourd'hui dans la cause anglophone. Et même sa nomination, sa région aussi, il faut le dire. Il faut lier le fait qu'il soit nommé, qu'il soit originaire du Nord-Ouest, avec... Sud-Ouest. Du Sud-Ouest, oui, pardon. Du Sud-Ouest, avec Ayoub Tabé Sissiko, qui est également originaire du Sud-Ouest et qui n'est pas très éloigné, n'est-ce pas, des origines de l'actuel Premier ministre, chef du gouvernement. Et est-ce que c'est un message que le chef d'État adresse aux sécessionnistes au moment où il leur demande de poser des armes, sans quoi ils seraient tous neutralisés? Joseph John Ngouté, nouveau Premier ministre du septennat de grandes opportunités, Hilaire Zipan, le choix porté sur ce diplomate, juriste, qui a passé près de 20 ans dans les relations avec le Commonwealth, au moment où le Cameroun est confronté à une crise anglophone sans précédent. Quelle est votre analyse? Que cherche le chef de l'État en choisissant cet homme pour le placer à la tête du gouvernement? D'abord, il faut dire que depuis à peu près 3 premiers ministres, les 3 anciens, la présidence de la République est devenue l'antichambre de la préparation à la fonction du Premier ministre. Ignoni Ephraim et bien entendu Ian Philomon. Ignoni Ephraim a été secrétaire général adjoint, Ian Philomon également secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Par contre, le nouveau Premier ministre est, du point de vue grade académique, professeur d'université. C'est quand même une différence. Et de sa formation de juriste, pétri d'une expérience certainement diplomatique, il va être un atout. Mais ce n'est pas beaucoup par là que j'ai regardé la nomination de ce Premier ministre. En tant que militant du RDPC, il a été depuis à peu près 15 ans, les gens n'ont pas vu venir depuis très longtemps, secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques, sociales et de l'emploi au secrétariat général. Et il avait pour chef Jean Koueti. C'est quand même qui est devenu par la suite secrétaire général du parti. Ça veut dire qu'il a bénéficié de l'appui et naturellement du parti, naturellement. Il est sans aucun doute la personnalité la plus éminente dans le Sud-Ouest à l'intérieur du secrétariat général du RDPC. Parce qu'elle est dans cette fonction-là, si mes souvenirs sont exacts, avec la journaliste Kébi, c'est pratiquement les deux qui occupent des fonctions à l'intérieur du secrétariat, qui est pratiquement l'outil. Je pense que c'est un militant qui est dans la crise anglophone a joué un rôle extrêmement important. Je me souviens. Allez-y. Et là, je me suis, il s'est agi de la rentrée scolaire d'il y a à peu près 2 ans, nous nous sommes rendus dans le Sud-Ouest, bien entendu, une bonne délégation d'ici, pour encourager les gens à aller à l'école. Il était là, vraiment très effacé, comme d'habitude, mais un homme extrêmement jovial. Maintenant, ça peut être un atout, comme ça peut être. Le plus dur pour le Premier ministre serait pour lui d'avoir la prédominance pour certains qui ont été ses chefs et qui sont en commande du gouvernement. Je pense notamment à Laurent Esso, qui est le doyen à l'heure actuelle des ministres en fonction, qui est là depuis 1988, donc à peu près 32 ans. Donc il a été son chef quand il a été aux relations extérieures, et certainement d'autres, quand ils sont passés aux relations extérieures, ont été... Et je pense que ça peut être un atout, et je pense que la voix du Cameroun à l'heure actuelle dans la crise anglophone a besoin, au-delà du cap que le président de la République s'est donné, dont tout le monde n'est pas d'accord, il faut bien être précis, le cap du règlement de la crise anglophone que le président de la République s'est donné, dont tout le monde n'est pas d'accord notamment. Et puis, le discours qu'on va renvoyer, bien entendu, aux diplomates. Et en cela, on connaît à l'heure actuelle les entre-gens, naturellement, de la position américaine. Vous êtes sans ignorer qu'il y a les sénateurs américains qui s'intéressent beaucoup plus à la crise anglophone et de sa résolution. Ça, c'est un élément qui va être extrêmement important. Donc,
il est l'interlocuteur de la plupart des ambassadeurs à qui il va devoir transmettre, maintenant qu'il est leur chef, transmettre un certain nombre d'éléments dans le cap tracé. Est-ce que ça va apporter fruit? La deuxième chose qu'il faut noter, naturellement, dans cette crise anglophone, c'est qu'il est dans la zone qui, probablement, semble construire la richesse de ceux qui veulent la sécession. Bakassi. Il est d'une Dian, qui est certainement, pour ceux qui connaissent bien la géographie, bien entendu, celle qui regorge certainement le pétrole, pour ceux qui s'intéressent à cette géostratégie. Donc, là aussi, ça va être un atout pour montrer à suffisance. Maintenant, au regard des éléments qu'il aura à sa possession dans ce gouvernement, qui, ma foi, reste pléthorique, et qui n'est pas dans l'efficacité ou ne veut pas résoudre nécessairement les problèmes économiques camerounais, mais se prépare plutôt à l'échéance à venir, il va sans dire qu'il y a quand même des ministres, je chute là-dessus, qui sont quand même restés en fonction. Donc, il faut bien interpréter leur rôle pour les problèmes de la CAN, voir comment ça s'est passé. Nous en parlerons tout à l'heure. Et naturellement, voir dans quelle mesure le RDPC va devoir l'accompagner, parce qu'il n'est pas quand même membre du bureau politique. Par contre, René Manuel Sadi, qui est plus gradé comme lui, est son porte-parole en tant que ministre de la Communication. Parce que par contre, Sadi est membre du bureau politique du RDPC. À votre suite, Maître Fidèle Ndjoumissi, sur ce nouveau Premier ministre, John Gouté, Joseph, qui est très connu dans ses relations entre le Cameroun et le Commonwealth, juriste, un Premier ministre dont le parcours politique et professionnel a permis, sur ce plateau, de relever un caractère assez effacé. Le président de la République apprécie nommer généralement à ces postes de chef du gouvernement des personnalités qui ne sont pas d'un caractère très affirmé sur le plan public. Quelle est votre appréciation? Oui, au regard de son parcours, je lui dois beaucoup de respect. Mais sur le plan politique, comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons rien à faire avec ce gouvernement. Il devient seulement le chef des prébendiers. Parce que lorsque vous regardez le budget de 2019, c'est comme celui de 2017 ou comme celui de 2018, avec une grosse part réservée au fonctionnement et également à la distribution des prébendes. Donc, nous n'avons rien à attendre de ce gouvernement et je voudrais relever à l'attention de mon grand frère, Maître Pensy, que si nous parlons du hold-up électoral, c'est parce que tous les Camerounais ont observé et ont vu qu'il y a eu la fabrication des procès-verbaux pour arriver à la proclamation des résultats que nous connaissons, c'est-à-dire la proclamation des résultats par les obligés de M. Biya du Conseil constitutionnel et leurs acolytes de l'ECAM, et que nous disons qu'il s'agit d'un gouvernement illégitime dont les Camerounais ne doivent rien attendre. Et nous avons un seul mot à l'endroit des Camerounais, c'est la résistance. Nous devons mener la résistance et nous devons faire entièrement confiance à M. Kamto, qui était le président légitimement élu, pour que nous puissions mener le combat pour libérer le Cameroun et le remettre sur le chemin de la prospérité. Au-delà du Premier ministre, il y a l'entrée en scène de Maître Jean de Dieu Momo dans le gouvernement, ministre délégué à la justice. Maître Emmanuel Pensy, lorsque vous avez suivi la radio vendredi dernier à 20h, et vous avez suivi durant la lecture des nouveaux membres du gouvernement le nom de Maître Jean de Dieu Momo, comment vous avez réagi? J'étais un peu surpris, mais pas étonné. Pourquoi surpris? Surpris parce que, d'abord, nous avons eu des discussions avec Momo. Vous savez que nous avons eu, après la victoire du président Paul Biya, éclatante, malgré j'allais dire, une analyse, comment je peux dire, anachronique de mon confrère, qui oublie que le Conseil constitutionnel a déjà statué et que nous sommes passés à autre chose, et qui se met à critiquer un gouvernement qui n'a même pas encore fait ses premiers pas. Je crois qu'il m'avait dit, parce que j'appelle partenaire, il m'avait dit que moi ce que je fais là c'est pour entrer au gouvernement. Et il a été raillé c'était l'homme le plus raillé en 2018 sur Facebook. On l'a traité n'importe comment. Lolo, on l'a appelé avocat Lolo. On l'a piétiné et il a montré une résistance. Et j'ai dit ici que le président Biya, c'est un stratège politique. Par rapport à ce que... Et c'est ce que j'ai admiré chez lui.
C'est-à-dire, son problème était de dire, bon, il y a eu le G20, qui, au fond, en termes électoraux, ne représentait pas grand-chose, mais qui, aux yeux de l'opinion du public au niveau international, ces 20 partis qui venaient s'agripper et demander qu'ils soient élus, il fallait envoyer un signal pour nommer quelqu'un qui venait d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça certaines déceptions de ceux qui se sont toujours battus pour le président Paul Biya, qui ont fait campagne à leur risque et péril, même sans argent, en mettant leurs propres fonds, c'est de lui poser la question et de demander, monsieur le président, quand allez-vous élargir également les récompenses à ceux qui vous soutiennent depuis toujours? C'est-à-dire, il y a ce problème-là, c'est-à-dire l'élargissement se fait à l'extérieur sur peut-être des gens qui ne comptent pas, mais à l'intérieur du RDPC et ceux qui se sont battus au niveau de la commission, ils ne voient pas du tout des récompenses. Et moi, je leur dis ceci, continuez toujours à vous battre. Parce que les postes des ministres, même si tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a peut-être un peu, mais ce nombre de ministres ne pouvait pas être changé parce qu'il y a des échéances électorales. Et si vous faites l'analyse, je crois que c'est Zipan qui l'a dit, le président est préoccupé tout simplement par les élections qu'il voudrait gagner. Il y a deux choses. Les élections, la CAN. Ce sont des éléments prééminents qu'il met en place. J'allais dire, le ministre des Arts et des Cultures, mon frère Moïle Kombi, qui passe avec un budget de 5 milliards à un budget de plus de 400 milliards, à 500 milliards à gérer par an, ça veut dire que c'est une confiance renouvelée parce que le président tient absolument à la CAN. Donc c'est des signes. Il ne faut pas que les Camerounais se découragent parce qu'on ne les a pas nommés. Il existe d'autres fonctions à la communauté urbaine, dans les régions, les choses qui vont arriver. Ben, tout le monde ne peut pas venir dire que je veux être ministre. Moi, je trouve ça vraiment... Je n'ai pas été content de ceux qui ont des mauvaises réactions parce que le président ne les a pas nommés. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et il faudrait... Nous avons les élections qui vont arriver. Et la stratégie, je pense... Si je peux faire une lecture du président de la République, dont tout le monde sait que son ingéniosité dépasse la mienne, je crois que le président voudrait gagner les échéances qui arrivent, donc il met en place pour gagner, et la deuxième chose, le règlement de la crise anglophone. Alors justement, l'entrée en scène de Maître Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice, Hilaire Zipan, vous suivez quelques frustrations qui sont nées au sein du parti au pouvoir, en observant que ceux qui sont récompensés dans ce réaménagement ministériel ne sont pas forcément ceux qui, depuis de nombreuses années, ont affiché un soutien indéfectible au président du RDPC, qui est également président de la République. Non, je laisse libre cours à ceux qui sont à l'intérieur du RDPC de pouvoir fournir leurs armes pour savoir comment ils utilisent les réseaux pour être ministre. Je rappelle que c'est un rassemblement, donc... reste à eux de savoir comment ça se passe. Mais je note deux choses. La première, c'est que le parti en lui-même n'a pas dégagé d'hommes nouveaux pour en faire des ministres. Mais on aura besoin du parti pour investir ceux qui vont être soit des députés, soit des conseillers municipaux, un peu plus tard les maires. C'est ce que je note. Excepté Cortés, il n'y a pas beaucoup parmi les 11 entrants des gens qui ont fourni leurs armes à l'intérieur du parti pour devenir ministre. C'est pour le déplorer. La deuxième, c'est que dans l'attente de la formation de ce gouvernement, le RDPC a ses alliés traditionnels. Il a reconduit ses alliés traditionnels, notamment l'UNDP, qui garde son poste de ministre d'État et naturellement avait un secrétaire d'État. Mais je me réjouis de quelque chose qui me semble tout à fait important. Zachary Perevet est entré au gouvernement, pour la plupart, sous le prisme de l'UNDP. Qui par la suite ressort aujourd'hui en tant que RDPC. Ce n'est pas grave. Mais ce que je note, c'est par contre Dieu de Momo qui me semble tout à fait important. Quand vous voyez la structuration du G20, celui qui se passait pour le patron du G20, c'était le secrétaire général de l'UPC. Le député Lipote. Rapport Lipote. C'était lui qui se passait pour le patron parce qu'il avait député, municipalité et conseillers municipaux. Et naturellement. Mais je crois savoir que là, il était en grosse difficulté, compte tenu des problèmes qu'il y a à l'intérieur de l'UNDP, de l'UPC, dont il n'était pas judicieux, intelligent pour le président de la République de nommer une branche de l'UPC à ce moment-ci, avant les échéances. Et là, je rejoins Maître Pensy. Ce qui laisse entendre que John Gouché, ça c'est John Gouté 1,
Et que probablement, si rien n'est fait dans l'opposition, il y aura John Gouté 2. Mais cette entrée de Jean Et là, je reviens sur Momo. Justement. J'ai fait cette parenthèse pour revenir sur Momo. Pour dire que quand vous prenez en termes grade à l'intérieur du G20, le parti qui était le mieux gradé après l'UPC, c'était bien entendu le PADEC. C'était le seul parti qui avait 2 conseillers municipaux. Les autres n'avaient rien. Regardez bien la structuration, bien entendu, du G20. Donc, le président de la République a été fidèle à sa quête. Et il lui résolvait un autre problème. Lequel? Le deuxième, c'est qu'il remplaçait quelqu'un qui était ministre chargé auprès du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, qui était bien entendu, en deuxième ressort, son frère, bien entendu, de la Ménois. Deuxième problème. Troisième problème, et là je pense que tout le monde ne voit pas ça depuis, c'est qu'il nomme Maître Momo à une fonction qu'a occupée à un moment le leader à l'heure actuelle, Maurice Kamto. Maurice Kamto. Et quel message, quel C'est un symbolique? message qu'il envoie très clairement. Parce que cette fonction, c'est de cette fonction que le président Maurice Kamto a fourni ses armes au gouvernement pour devenir aujourd'hui ce qu'il est. Donc, reste à Momo de saisir l'opportunité, contrairement à ce que les uns et les autres pensent, alors de saisir une opportunité sur sa dimension personne, en démontrant qu'il peut, et bien entendu, à partir de là, ce n'est pas cette fois-là pour rebondir dans l'opposition, parce que cette fois-là, l'opposition aurait changé de paradigme. Alors, Maître Fidèle Djoubissi, Maître Jean de Dieu Momo, qui occupe désormais une fonction qu'avait occupée le professeur Maurice Kamto durant près de 7 ans, qui est désormais sur les traces du président du MRC. Comment vous appréciez ça au sein de votre formation politique? Moi, je n'apprécie pas beaucoup ce parallèle que les gens veulent faire parce qu'il s'agit de 2 personnalités diamétralement opposées et également à parcours très différents. Et je connais Maître Momo, c'est un confrère qui est un peu devant moi dans la profession et avec qui j'ai fait les bancs à l'université parce que quand j'étais en maîtrise, il était déjà avocat, il nous a rejoint à l'université. Nous avons fait le cours de maîtrise ensemble et plus tard et récemment, en 2011, nous nous sommes retrouvés encore en faculté pour faire les sciences politiques. Donc, je connais Maître Momo comme quelqu'un qui a beaucoup de volonté et beaucoup de détermination et beaucoup de Camerounais l'ont vu sur le champ de lutte pour le respect des droits de l'homme. On l'a vu dans l'affaire des 9 de Bépanda, on l'a vu dans beaucoup d'autres cas de défense des droits de l'homme. Et devenir ministre aujourd'hui, pour un avocat qui est bien engagé en politique comme il était, c'est un couronnement. Moi, je salue son couronnement, mais ce qui me gêne, c'est la voie par laquelle il est arrivé. Il est arrivé par quelle voie, selon vous? Oui, la voie par laquelle il est arrivé, c'est la voie de la trahison. Parce que si on l'a nommé ministre, c'est pour récompenser la trahison. Il a trahi le peuple camerounais, auquel il a fait croire à un moment donné qu'il était à ses côtés et qu'il pouvait se battre pour obtenir une alternance. Souvenez-vous qu'il était candidat à l'élection présidentielle en 2011. Et également, il a été dans l'opposition et il a fait croire au peuple camerounais qu'il était un opposant. Et en 2018, à l'occasion de l'institution présidentielle, subitement, il change de posture. Il fait volte-face et il dit qu'il soutient un candidat qui est là depuis des décennies et qui n'a pas apporté le changement qu'on souhaite, que lui-même souhaitait. Donc, Maître Momo a seulement fait preuve d'opportunisme, de mauvaise aloi pour devenir ministre, alors qu'il pouvait le devenir autrement. S'il était resté dans l'opposition et qu'on continuait à mener le combat, on pouvait gagner l'élection présidentielle, même si ce n'était pas en 2018, ça pouvait être dans quelques années ou en 2025, c'est-à-dire plus tard, et qu'il pouvait aussi devenir ministre de façon plus éthique et de façon plus royale. Donc, ce que je reproche à mon confrère Maître Momo, c'est cette voie-là qu'il a utilisée et qu'aujourd'hui, il est considéré comme un traître. Et ce qui est plus grave, on le récompense parce que on l'a utilisé pour qu'il se dresse contre sa communauté. Ah non. Contre sa communauté d'origine. C'est surtout ça, où on a voulu démontrer que
c'est la communauté qui soutient le mouvement pour la renaissance du Cameroun, ce qui n'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, il est établi de façon irréfutable que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est un parti national, à voir seulement la composition de son directoire. Alors cette nomination de Maître Jean de Dieu Momo qui suscite des interrogations, Maître Emmanuel Pincy, sur les critères qui conduisent au choix des hommes qui intègrent le gouvernement au-delà des enjeux politiques et de ces élections générales à venir, législatives et municipales. Il y a des interrogations au sein de l'opposition sur la trajectoire de ceux qui se sont retrouvés dans cette nouvelle configuration gouvernementale. Enfin, celui qui peut expliquer comment on fait pour devenir ministre, s'il y en a un, moi je ne sais pas. Je crois tout simplement que c'est très compliqué quand on voit la trajectoire de Maître Momo, qui d'ailleurs n'a pas eu un ministère plein. Moi, je lui dis bonjour de travailler avec un ministre comme Laurent Esso, qui sait utiliser la totalité de ses prérogatives et qui, s'agissant des ministres délégués, il leur donne une part congrue de ce qu'il veut bien leur donner. Et là, il lui faudrait beaucoup de nerfs et surtout, il faudrait qu'il change de paradigme, surtout par rapport à son discours, parce que moi, j'ai discuté avec beaucoup de mes amis de l'Ouest qui ne comprenaient pas qu'il soit récompensé parce qu'ils estimaient qu'il y avait une injure à l'égard de la communauté. Donc, ce qu'il devrait faire sur le temps qui passera, c'est de faire en sorte qu'il puisse changer encore de discours, parce qu'il l'a dit lui-même, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je voudrais par ailleurs dire qu'il n'a pas été nommé pour s'attaquer à sa communauté. Parce que les attaques qu'il a eues contre sa communauté, c'était bien avant. Et c'était en réaction à tous les injures dont il a fait l'objet en 2018. Et surtout, il a eu beaucoup de courage pour expliquer pourquoi il se ralliait. Il a dit que si, voilà, il a fait la configuration, il a fait une analyse, puisqu'il a fait des études de sciences politiques avec Fidel, ils se sont retrouvés, et il me l'a expliqué en me disant, moi je vois, je suis dans l'opposition, je peux rester 50 ans, ça ne sert à rien, je vais vers le plus fort, parce que c'est lui qui va gagner, et il a expliqué cela en faisant des analyses statistiques, typologiques, etc., qui étaient fort intelligentes dans les discours qu'il a eu à tenir, et que nous avons applaudi partout où nous étions, en disant que voilà, il a même parlé aux femmes qui étaient des Bayam Selam, qui sont retrouvées au marché Congo, lorsque le fameux meeting, le deuxième grand meeting organisé à ce moment-là par le secrétaire général Nkwete, qui s'est tenu ici à Douala, après le meeting que nous avons eu à tenir au camp Camtel. Donc c'est pour vous dire qu'en ce qui le concerne, il a... Et c'est ça, il y a des hommes politiques qui sont comme ça. Des hommes politiques qui veulent absolument devenir ministres et qui font tout pour le devenir. Je vous donne un exemple. Nous nous sommes retrouvés à Yaoundé, invités par le président de notre commission marketing et communication pour la réélection du président Biya, qui est le ministre fameux Dongo, dont je salue ici le fait qu'il devienne ministre d'État, parce que c'est vraiment un fidèle du président de la République. Vous avez dit que oui, il a dit que le président Biya était son créateur. Oui, effectivement, avant il n'existait pas. C'était un simple journaliste que le président. Mais c'est quelqu'un qui est intelligent et il a su, à travers, nous communiquer l'enthousiasme pour que nous soyons aux côtés du président comme, disons, les fantassins et les soldats pour répondre partout. Donc, Momo n'a pas été nommé pour tout simplement insulter la communauté de l'Ouest. Au contraire, il est là pour montrer que ceux qui peuvent se rassembler autour du président Biya peuvent avoir des récompenses et peut-être ça va arriver par ailleurs. Justement, donc, après cette analyse que vous venez de faire sur les raisons pour lesquelles le président de la République peut avoir porté son choix sur Jean de Dieu Momo, Edmond Kamgia se pose quand même un certain nombre de préoccupations sur les critères de maintien qui justifient le maintien, le limogeage ou l'entrée en scène de nouveaux membres du gouvernement, de cette nouvelle personnalité qui intègre ce gouvernement, à l'instar de Jean de Dieu Momo et d'autres moins connus sur la scène publique et pour leur fait d'armes au sein de durant le parcours professionnel. Oui, vous permettrez que je dise également un mot sur le cas Jean de Dieu Momo, parce que c'est un cas atypique. On n'a pas beaucoup connu ce type de cas, ce genre de cas
dans l'histoire des gouvernements qui sont formés au Cameroun. Je tiens à préciser que d'après les usages, au terme des élections présidentielles au Cameroun, le chef de l'État a généralement formé un nouveau gouvernement. Et que le gouvernement qui a été formé ne rentre pas dans la configuration typique de la formation d'un nouveau gouvernement. Ce n'est pas un nouveau gouvernement formé. Ça, il faut le dire sur le plan technique. Un nouveau gouvernement n'a pas été formé. D'un. De deux, il n'y a pas eu remaniement ministériel. Et trois, il y a eu plutôt un réaménagement. Et les termes, chaque terme a une signification précise. Donc nous sommes dans une configuration où les usages n'ont pas été respectés en la matière. Les usages veulent qu'on forme totalement un nouveau gouvernement pour donner au nouveau Premier ministre la poigne, la marge de manœuvre, la grande marge de manœuvre qui lui permette de mieux tenir son gouvernement, mieux le contrôler et atteindre les objectifs que lui fixerait le chef de l'État. C'est pour cela que j'ai des interrogations profondes sur la capacité de Joseph John Gouté à assumer les objectifs ou la feuille de route que le chef de l'État lui donnera. Parce qu'il y a au sein de ce gouvernement, vraisemblablement, des ministres qui ne vont pas lui faciliter la tâche. Je ne vais pas citer le nom de ces ministres, mais certains parmi eux ont été promus. Il y en a qui sont maintenus, comme vous le dites comme vous l'aviez dit tantôt. Revenons donc sur votre question de fond. Il y a des ministres qui ont été maintenus. Il y a des ministres qui sont partis. Sur ceux qui ont été maintenus, qu'est-ce qui a pu présider, n'est-ce pas, aux critères de choix décisifs pour que le chef de l'État les maintienne? Il y a, nous l'avons dit au début de notre propos, la nécessité de préserver les équilibres sociologiques. C'est vrai, pour ceux qui sont entrés, comme Momo par exemple, qui remplace Jean-Pierre Fogui, comme par exemple le Abassadou, qui quitte le ministère délégué à la présidence chargée des massifs publics et qui est remplacé par Ibrahim Talba Mala. Mais ceux qui sont maintenus, c'est pour des raisons éminemment politiques et stratégiques. Politiques et stratégiques. Je parle de ceux à ceux qui ont bénéficié de ce que le communiqué, le décret a dit, le reste sans changement. Vous savez, on a dit à un moment donné dans le reste sans changement. Ceux qui figurent dans le reste sans changement, parmi eux, il y a beaucoup de ceux qui font partie de ceux que le RDPC a signé des accords avec certaines formations politiques, notamment avec l'UNDP, avec l'ANDP. Et il y a eu, parmi ceux qui restent, qui ont eu des portefeuilles au niveau des chaises. On a dit des chaises musicales. Je vais citer quelqu'un qui est très connu. Issa Chiroma Bakari, qui quitte le portefeuille de la communication pour le portefeuille de la formation professionnelle. L'emploi de la formation professionnelle. Son maintien est important. Il a mouillé le maillot dans le Nord. Tout le monde l'a vu mouiller le maillot. Il a fait campagne pour Paul Biya. Et son maintien est une façon pour le chef d'État de rassurer un partenaire politique. Parce que c'est un partenariat, il faut le dire. Autant que pour l'UNDP, pour l'UPC, c'est un partenariat également avec Issa Chiroma. Donc, le premier critère, c'est le respect par le chef de l'État des accords de partenariat avec certaines formations politiques. Un second critère peut être la nécessité. Il avait annoncé dans ses précédents discours, notamment à l'investiture et le discours de fin d'année, il demandait même de l'aider. Et on sent le besoin d'avoir de nouveaux ministres. C'est pour cela qu'il y a une dizaine de nouveaux ministres qui font partie, une dizaine d'autres qui partent. En réalité, mais le problème c'est au niveau de la compétence. On peut s'interroger. Ceux qui entrent, qui remplacent ceux qui partent, seront-ils plus compétents que ceux qui sont partis? Et surtout, ceux qui ont été maintenus et qui ont été promus. Je pense principalement aux deux ministres d'État qui ont été promus. Il s'agit de Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République, également Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur, tous les deux désormais ministres d'État. Pourtant, l'opinion publique s'attendait à ce que certaines personnalités soupçonnées d'être impliquées dans le scandale relatif à la CAN 2019 soient éjectées du gouvernement. Hilaire Zipan, avez-vous le sentiment que cette perception, cette attente de l'opinion publique a été satisfaite dans cette nouvelle configuration du gouvernement? Avant de répondre à votre question, peut-être une parenthèse pour que les téléspectateurs comprennent très bien. La politique est essentiellement un jeu d'intérêt. Par conséquent, seul le rapport de force permet de pouvoir accéder au pouvoir. Dans le même temps, il faut noter qu'il n'y a pas de vent contraire pour celui qui sait où il va. Maître Momo a formé ses armes et il savait très bien où il allait.
c'était pour fermer la parenthèse sur Momo. Quant à certainement, aujourd'hui, ce que l'opinion, il faut faire très très attention, M. Nyoufeli, entre ce que pense l'opinion et ce que fait celui qui est à l'action. Le président de la République, lui, il est à l'action. Et il a un certain nombre d'éléments qui construisent ses opinions, qui construisent ses décisions. Je crois que si l'on regarde très bien la formation de ce gouvernement, il va sans dire que, et on fait un trait entre ce qu'a dit le président de la République en fin d'année et la formation de gouvernement, parce que c'est quand même ça l'opportunité. Pour ce qui était de la CAN, pour le président, c'est un glissement. Pour lui, c'était un glissement. Donc, par conséquent, tout ce que la fille avec sur la toile n'avait rien à voir avec certainement les informations qui étaient à sa possession. Et là, je peux m'étonner. Et ceux qui sont sur la toile et qui sont toujours prompts à envoyer pas mal, est-ce qu'ils ont suffisamment d'éléments pour accuser une personne ou pour dédouaner une autre? On a vu des titres des journaux terribles. On a vu des gens qu'on a même pratiquement indexés. Et la curiosité, c'est qu'à l'arrivée, on les conserve. C'est ça la curiosité. C'est ça la curiosité. Et je pense qu'il faut faire très très attention. Si vous voyez bien le gouvernement, le premier ministre chef de gouvernement est parti. Au point de vue textuel, c'est le chef de l'exécutif. Donc, à mon sens, si on s'en tient que les réseaux sociaux sont pratiquement des éléments déterminants, le chef qui était le maître d'orchestre de la mise en place de la CAN est parti. C'est le Premier ministre. J'envoie à cela deux éléments. Quand vous voyez l'organisation qui a été mise en place pour les infrastructures de la CAN, elles étaient coordonnées globalement par le Premier ministre. On a vu le Premier ministre descendre sur les chantiers, s'assurer que tout était normal. Mais il y a des départements ministériels qui concourent certainement en cela. Mais la difficulté des Camerounais, c'est de comprendre comment fonctionne un peu ce gouvernement. Je me suis amusé un peu à le comprendre. Et parfois, à décrypter, ça me permet de comprendre le gouvernement. Quand vous êtes membre du gouvernement et que vous saisissez le Premier ministre sur un dossier précis, ce dossier doit obtenir le visa du secrétaire général des services du Premier ministre, qui a rang et prérogative lui-même de ministre, dont on ne peut pas donner d'ordre au Premier ministre. Puis là, il y a donc le visa du Premier ministre. C'est alors que le dossier va à la présidence de la République. Reprend encore son parcours normal avec un secrétaire général qui a rang de ministre et l'approbation du président de la République. C'est à peu près comme ça que fonctionne ce gouvernement. Maintenant, pour ce qui est de la CAN, quels étaient pratiquement les acteurs majeurs? Le ministère des marchés publics. Est-ce que le ministère des marchés publics répond du gouvernement? Oui, parce que quand vous voyez le décret, vous voyez le décret, vu le décret gouvernemental, donc le ministre Abbas Sadou, quelle que soit son appartenance à la présidence, il n'en demeure pas moins qu'il répond du gouvernement. Lui, il est parti. Quel est l'autre acteur majeur? L'autre acteur majeur, c'est le ministre des Travaux publics, qui est en charge de pouvoir mettre. Lui, par contre, il est maintenu. Il est maintenu. Et le ministre des Sports? Le ministre des Sports, il change de portefeuille. Comme disait un peu tout à l'heure, Maître Pincy. Et le ministre des Finances est maintenu. Et les autres ministres, accessoirement, c'est-à-dire que les ministères des Transports qui sont chargés de cela, le ministère du Tourisme qui accompagne, et les autres ministères sont complètement maintenus. Donc, il faut faire très très attention. Si le chef est parti, ça veut dire certainement qu'il y avait un dysfonctionnement fondamental entre le Premier ministre qui était le patron et certainement le ministre des Marchés publics. Et là, la CONAC, dans son dernier rapport, tout à l'heure on verra bien, nous a donné des éléments qui montrent que ce ministère n'était pas pris en main par le titulaire. Par contre, c'est la curiosité vient par exemple du ministère des Travaux, où on a maintenu, où il y a un scandale de 42 milliards qui s'est passé. Mais quand vous voyez bien le document, c'était la même proposition du ministre Ngannou-Messi qui a dit compte tenu de la promptitude, il faut y aller. Donc, je voudrais dire qu'on ne peut pas s'étaler que le président de la République, en récompensant le secrétaire général certainement de la présidente de la République, en faisant de lui ministre d'État, coupe court à un certain nombre de rumeurs ou coupe court à un certain nombre de positions des ministres qui n'ont plus le droit aujourd'hui maintenant d'aller saisir le ministre secrétaire général de la présidente de la République pour lui porter directement le dossier sans ne pas passer par le Premier ministre. Je pense qu'en cela, il va y régler certainement des problèmes. Mais également, il faut dire qu'il y a des ministères comme le ministère du Tourisme qui ont joué leur rôle, qui sont restés. Le ministère des Transports, on a changé par exemple plutôt Mifiri et on a fait rentrer Zakaria qui était l'ancien sous-préfet de Douala, troisième, et ancien préfet, qui n'a fait qu'à peine 2 ans
préfet et qui est devenu donc ministre, donc ici. Donc je pense que tout cela montre que les informations dont détient le président de la République n'est pas nécessairement les informations dont les réseaux sociaux font preuve. Et j'invite les Camerounais à bien décrypter en permanence, parce que le président Biya a ceci de particulier, il n'a pas la mémoire courte et il est un très grand procédurier. Alors d'autres secteurs névralgiques ont été touchés. Le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Ernest Ngwaboubou, limogé après 3 ans passés dans ce ministère. Gabriel Dondo Doké, qui était jusqu'ici inspecteur des impôts, sous-directeur du budget, du matériel et de la maintenance au ministère de la fonction publique et la réforme administrative, militant du RDPC, directeur administratif et financier de la Chambre d'agriculture. Dodo Ndoké Gabriel, désormais ministre de l'Industrie, maître Emmanuel Pincy, c'est quand même lui qui va conduire la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation du Cameroun. C'est un secteur névralgique qui est confié à un Camerounais, il n'a que 48 ans. Est-ce que c'est ça, les jeunes que le président de la République disait qu'il devait les intégrer dans la gestion du pays? Je vais vous dire que moi, je ne le connaissais pas. J'avais jamais entendu parler, il faut le dire, mais semble-t-il c'est quelqu'un de bien. Vous savez, Hilaire essaie de faire des analyses qui, contrairement à ce qu'il croit, ne sont pas aussi justes. Il faut se rappeler qu'à une époque, lorsque Abba était directeur des impôts, il a fait l'objet d'un scandale qui consistait à mettre la TVA, il l'a mis dans un compte personnel à la CBC Bank. C'était plus de 450 milliards. Il a été promu ministre des Finances et il a participé à l'époque à ce que le plan d'ajustement structurel puisse avoir un résultat positif. Et après, il a été arrêté et se retrouve en prison. C'est pour vous dire que la lecture du président Biya est très compliquée. Elle est cynique, vous voulez dire? Elle n'est pas cynique. Je dois dire, et moi ce que je retiens dans tout ça, c'est que le président Biya a des objectifs. L'un des objectifs majeurs, il y en a 2. Il y a le règlement de la crise anglophone, la présence de John Bouté, Premier ministre, diplomate, etc., on en a déjà parlé, et la CAN. La CAN, pour lui, c'est quelque chose qui doit se faire. Et c'est un élément important. Mais la CAN a tout autour une nébuleuse de problèmes où on a accusé un certain nombre de personnes. Le président sait réunir les documents. Il faut faire attention. Et la prescription en matière criminelle est de 10 ans. Donc, nous sommes encore dans les délais des poursuites. Donc, il n'y a pas de prescription extinctive de l'action pénale parce qu'on vous a promu ou nommé. Ça ne veut absolument rien dire au Cameroun. Mais ce temps présidentiel contraste avec les réalités observées sur le terrain. Exact. Et les besoins des populations. Et Exact. on voit que certaines personnalités Exact. ont été sorties du gouvernement. Elles étaient plus ou moins impliquées dans ces dossiers. Leur culpabilité n'a pas été avérée. Oui, mais pour autant, l'on voit qu'elles sont sorties du gouvernement. Le ministre de l'Habitat, Jean-Claude Bointou, le ministre des Marchés Publics, le ministre des Sports, où on voit un jeu de chaises musicales avec Narcisse Moué-Lécombi. Est-ce que ces éléments ont compté durant ce réaménagement? D'une manière ou d'une autre, il fallait faire un réaménagement. Si le président voulait vraiment faire partie de tous ceux qui étaient impliqués dans le scandale de la CAN, il y aurait eu un tsunami. Et moi, je remarque que ce n'est pas ça, ce n'est pas ma lecture. C'est-à-dire, on ne peut pas vous dire que vous êtes impliqué et on vous récompense en vous donnant des postes plus importants. Pour moi, ce n'est pas ça. L'élément primordial, et je crois que les gens pensent que le président, c'est quelqu'un qui oublie. Il n'oublie pas. Il réunit... Il n'a pas la mémoire courte. Il l'a toujours dit, depuis 1997. Il n'a pas la mémoire courte. S'il y a 15-20 ans, il avait le temps, et s'il est, j'allais dire, le maître des horloges, je ne suis pas du tout certain actuellement, parce que le maître du temps, c'est Dieu. C'est Dieu, lui seul. Et je ne sais pas, et j'espère en tout état de cause qu'il aura suffisamment la vie longue pour pouvoir mener à bien tout ce qu'il a à faire. C'est pour cela que d'aucuns d'entre nous pensaient qu'il aurait fallu, en tout état de cause, qu'il ait une clarification pour que les problèmes économiques soient des problèmes majeurs qui soient réglés. Le maintien de ministre des Finances, qui est quelqu'un qui voulait un audit, qu'un audit se fasse sur le chantier, et le président qui dit qu'il faut continuer les chantiers.
Mais je voudrais quand même dire sur ce point, en ce qui concerne les chantiers, vous savez qu'un chantier se fait par rapport à des situations. Donc, toutes les situations, on sait ce qui a été fait et ce qui sera fait à partir de la gouvernance de ceux qui sont là en charge des problèmes, notamment le ministre Moïse Kombi, dont tout le monde sait que c'est quelqu'un qui a la confiance du président de la République. Et sur ce point-là, je vais dire ceci. Les travaux vont être terminés, mais on n'oubliera pas, et peut-être on en parlera dans quelques temps, de ce qui sera, de tout ce qu'on a parlé, de la Banque mondiale a parlé, je crois que Fidel en a parlé tout à l'heure, mon confrère a parlé tout à l'heure, de tout ce qui s'est passé, ce n'est pas oublié. C'est mis tout simplement dans une case, et à un moment où le président voudra, ça ressortira. Alors, un mot sur le nouveau ministre de la Santé publique. C'est quand même un secteur tout aussi important. André Mamafouda qui a été limogé. C'est Manarouda Malachier qui est désormais ministre de la Santé publique, administrateur civil principal. Il était jusqu'ici secrétaire général au ministère de l'Eau et de l'Énergie pendant ces 6 derniers mois. Et bien avant, il était au ministère de la Culture où il occupait le même poste de secrétaire général. Edmond Kambia, c'est quand même un secteur tout aussi important, celui de la santé publique, après de nombreuses années où des frasques ont été décriées, où le système de santé publique au Cameroun est en train de se diriger vers la mise en place d'un nouveau système de couverture santé universelle. Comment appréciez-vous le choix des hommes qui vient d'être fait et les enjeux autour de ce ministère clé? Avant de répondre à cette question, je voudrais dire un mot quand même sur les 2 ministres d'État qui ont été promus. Je serai assez bref, parce que les 2 ministres d'État ont chacun des casseroles. On connaît toute la controverse qu'il y a eu sur l'affaire des ordinateurs pour l'enseignement supérieur, en ce qui concerne le ministre Jacques Famenogo. L'affaire des ordinateurs. On n'a pas encore fait le point, le bilan de cette affaire-là. Il y a l'affaire des chantiers de la CAN, dont on ne va pas cesser de parler. Et on sait le rôle qu'a joué Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence, sur la supervision de ce dossier aux côtés du Premier ministre. La question que je me pose est celle de savoir, est-ce une stratégie d'endormissement ou de pourrissement pour le chef de l'État en ce qui concerne le maintien de ceux qu'il a promus au poste de ministre d'État, en sachant qu'il y a des dossiers qui méritent une clarification, notamment celui concernant les chantiers de la CAN. L'autre question que je peux me poser, et que l'opinion publique doit certainement se poser, est-ce que le chef de l'État endosse lui-même la responsabilité de l'échec de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, en attribuant, en maintenant non seulement au gouvernement certains ministres qui étaient liés à l'organisation de ces chantiers, mais ceux qu'il a pu promouvoir. Maintenant, pour répondre à votre question, M. Noufélé, je pense que c'est un bon signe pour la nomination de ce nouveau ministre qui a fait ses preuves comme secrétaire général dans différents ministères et qui arrive dans un ministère où on avait vraiment besoin d'un souffle nouveau. Rappelez-vous, le ministre de la Santé qui s'en va n'était plus crédible. Je dis crédibilité en termes de personnalité. Vous savez les propos qu'il a tenus en 2008. Les gens n'oublient pas. Si. Il a tenu des propos très durs contre une catégorie de Camerounais qu'il a considérés comme des halogènes. Il a dit à certains Camerounais en 2008 qui vivent à Yaoundé que rentrez chez vous, allez mettre le feu chez vous, rentrez chez vous. Il s'adressait à ceux que l'opinion considère comme des halogènes. Et ce sont des choses qui, en son temps, la presse l'a soulevé, l'a dénoncé. Et on attendait du chef de l'État un geste fort, mais il a gardé ce ministre pendant 10 ans. Maintenant, en ce qui concerne la santé, le domaine même de prédilection dans lequel il était, même s'il n'était pas médecin, parce que c'est quand même, il était ingénieur. Et ça, c'est un autre problème qu'on pose souvent. Le chef de l'État devrait nommer dans des fonctions des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. On ne devrait pas nommer un ingénieur à la santé, par exemple. On devrait nommer un médecin. Bon, dans le cas d'espèce, j'ai dit, il y a eu l'affaire Monique Koumateke, ici, à Douala, à la Quintini. Et cette affaire n'est pas encore vidée. On a la version officielle, mais je peux vous assurer que ce dossier-là, la manière dont le ministre qui s'en va a géré ce dossier, n'était pas de nature à le maintenir en fonction. Et enfin, une autre chose que le chef de l'État a dénoncé sur le ministre qui s'en va, il y a eu beaucoup de braquages, beaucoup de vols à son domicile. On ne parle qu'en centaines de millions. Mais il faut se poser des questions. Est-ce que, dans le cas d'espèce, le gouvernement a pu interpeller ce ministre pour avoir des explications? Est-ce que les domiciles sont devenus des banques? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. En fait, mieux vaut tard que jamais. Maintenant, insistons sur le nouveau venu. Je pense que c'est probablement quelqu'un qui peut apporter, parce que sur le plan administratif, il a
un certain nombre d'expériences. Il est jeune, mais il a beaucoup d'expérience. Jugeons le maçon au pied du mur. Alors, dans la suite de cette émission, vous le savez, cette équipe gouvernementale doit travailler sur l'un des problèmes majeurs du Cameroun, à savoir la lutte contre la corruption. Le dernier rapport de la CONAC fait état de cette gangrène, ce fléau social qui continue d'affecter l'administration publique, mais aussi le secteur privé. Cependant, de plus en plus des critiques sont émises à l'encontre de la CONAC. Cette fois-ci, c'est le directeur général de l'entreprise Congelcam qui dénonce le fait que la CONAC n'ait pas véritablement mené une mission de vérification sur des questions de fraude douanière et fiscale, des transferts irréguliers de capitaux publics et la pratique de corruption et de détournement de deniers publics. Selon le rapport de la CONAC, ces faits sont reprochés à la société Congelcam et son DG à hauteur de 32 milliards de francs CFA, des faits contestés par la société Congelcam. Comment en est-on arrivé là avec des rapports de la CONAC de plus en plus critiqués dans ses méthodes d'investigation? J'aimerais évoquer ce sujet avec vous, maître Fidèle Djoubissi. De quoi il s'agit concrètement concernant ce rapport de la CONAC et ces voix qui s'élèvent pour critiquer certaines de ces enquêtes menées et révélées dans son rapport 2017? Oui, j'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport produit par la CONAC. Il se trouve que le 28 décembre 2018, au cours d'une cérémonie solennelle tenue au Palais de Congrès à Yaoundé, la CONAC, dans son rapport, dans son discours, un discours qui était écrit et à la page 6.3, a annoncé en grande pompe que la société Congelcam a détourné 32 milliards 70 millions de francs CFA et parlait de fraude douanière, fraude fiscale, transfert irrégulier de capitaux, détournement de deniers publics et pratique de corruption. Lorsque j'ai lu le rapport général, qui est un gros document de près de 500 pages, je suis allé à la page 66 pour voir ce que la CONAC a dit concernant la société Congelcam. Parce que dans le rapport général, on s'attendait à ce que la CONAC puisse détailler les 32 milliards. Lorsque vous reportez à la page 66, vous constatez que s'agissant des détournements de deniers publics, la CONAC n'évalue pas, ne dit pas pour quel montant la société Congelcam va détourner. S'agissant des pratiques de corruption, la CONAC ne dit pas pour quel montant il y a eu corruption et encore moins n'indique pas qui sont les agents publics et les fonctionnaires que la société Congelcam a dû corrompre. S'agissant de fraude fiscale, la CONAC ne value pas et ne dit pas pour quel montant il y a eu fraude fiscale. Parce que quand il y a fraude fiscale, on peut l'évaluer. Et fraude douanière, la CONAC ne dit aucun mot. Et va plus loin, parler de transferts irréguliers de capitaux, de irrégularités sur l'échange, sur le change. Parce que quand on parle de change, il s'agit de quoi? Parce que la société Congelcam, c'est une société qui fait dans l'import des produits halieutiques, qui a ses fournisseurs à l'étranger. Donc, quand il a le CFA, il doit changer avec le dollar ou l'euro pour payer ses fournisseurs. C'est là que la CONAC va mettre les 32 milliards. Et c'est dans le rapport, j'ai l'extrait du rapport ici, où il ressort clairement qu'il y a eu des transferts irréguliers à hauteur de 4 milliards 915 millions de francs CFA et passible de l'amende de 9 milliards 830 millions de francs CFA. Plus loin, il parle de montants transférés irrégulièrement de 5 milliards 700 millions de francs CFA, passible de l'amende de 11 milliards 400 millions de francs CFA. Donc, en gros, les 32 milliards dont il est question concernent les transferts des capitaux, donc le change. Même si par extraordinaire, on admet qu'il y a irrégularité, est-ce que les 4 milliards 915 millions que la société Congelcam transfère pour payer ses fournisseurs,
est-ce que c'est l'argent de l'État? Est-ce que c'est les deniers publics? Est-ce que c'est l'argent de la société? Est-ce que ces investigations de la CONAC sont avérées et permettent d'établir la responsabilité de cette entreprise dans les faits allégués? Non. La CONAC n'a mené aucune investigation au sein de la société Congecam qui détient tous les documents concernant le changement dont il est question, les transferts de capitaux dont il est question. Aucune mission d'enquête n'a été effectuée au sein de la société. Si une mission avait été effectuée, une mission d'enquête comme prescrit la loi, si la CONAC avait exercé le droit de communication, la société Congecam aurait pu transmettre les documents qui justifient tous les transferts qu'elle a effectués à l'endroit de ses fournisseurs. Non, et vous remarquez que, c'est-à-dire, quand vous relisez ce rapport, vous notez qu'il y a la mauvaise foi et une volonté manifeste de nuire à la société Congecam. Et qu'il y a de la malice. Et c'est même de façon insidieuse parce que... Nous allons revenir sur les différents détails. Permettez aux autres panélistes de réagir quand même sur ce cas illustratif qui remet en cause les méthodes d'investigation d'une structure qui a été mise en place pour lutter contre la corruption. Maître Emmanuel Bensi, ce n'est pas la première fois que des entreprises relèvent des incohérences dans les investigations, les enquêtes de la CONAC. Comment appréciez-vous cette réaction quelques semaines seulement après la publication du dernier rapport de la Commission nationale anticorruption du Cameroun? Je voudrais d'abord dire qu'une enquête doit être contradictoire. C'est-à-dire pour qu'elle puisse être prise en compte, elle doit être contradictoire, on doit effectuer l'enquête au sein de l'entreprise dans un but déterminé. Par ailleurs, la qualification des infractions dont parle la CONAC me semble être tirée par les cheveux pour la bonne et simple raison que d'abord, les institutions qui regardent la fraude fiscale, c'est les impôts. C'est ça. La deuxième chose, le reste, en ce qui concerne la douane, vous avez la douane qui fait des enquêtes. Le transfert des fonds, c'est le ministère des Finances. Il existe une direction des contrôles économiques et du change qui existe pour pouvoir voir si c'est vrai. Et en même temps, ils collent les amendes dans ces 32 milliards. C'est-à-dire, ils fixent eux-mêmes des amendes qui doivent être fixées notamment par le ministre des Finances. Et surtout, contre un bienfaiteur du RDPC. Lors de la campagne présidentielle, à l'ouest, Sylvestre a donné, c'est parce que je le connais bien, a donné 105 millions de ses poches. C'est quelqu'un qui est très généreux. Oui, je le connais depuis très longtemps. Il fait dans le Macro, c'est le chef, le patron du Macro. Le RDPC. Il a commencé. La défense. Excusez-moi, il a en rang de bataille. Il a commencé avec Essomé Antoine. J'étais l'avocat du Essomé Antoine, que tout le monde connaît, qui s'occupait du café cacao en France pendant très longtemps années, et qui ici avait une société qui fonctionnait bien, et il était un de ces, disons, sous-grossistes et détaillants. Il a commencé là-dessus. Et il a fait fortune au niveau du Macro, et à un moment donné, lorsque le gouvernement va le voir, le ministre du Commerce, en disant que le prix du Macro est trop cher, il est arrivé à baisser les prix. Ce que les gens lui reprochent, c'est qu'en fin de compte, il a pris une position excessivement dominante sur Congecam, qui serait en même temps grossiste et en même temps détaillant. Mais ce qu'il fait au niveau de la stratégie qui est gagnante, c'est surtout qu'il a la faculté de pouvoir augmenter ou de baisser les prix. C'est-à-dire, s'il décide de baisser les prix, ça peut tuer tout le monde. Donc, ce monsieur-là, c'est quelqu'un, d'ailleurs, si vous regardez Abonam Sadi, au niveau du marché, en face du marché, tous les immeubles qui sont là lui appartiennent. Il a même fait une cité avec, qu'on est en train de voir actuellement, avec des logements sociaux à l'égard des Camerounais pour quelqu'un qui est ingénieux, qui a gagné de l'argent. Mais on ne peut pas faire ces infractions, justement. On ne peut pas faire les infractions, ce n'est pas comme ça. Il y a d'abord, le rapport de la CONAC est adressé au président de la République. Et c'est le président de la République qui va lire le rapport et qui va notamment le confier au procureur de la République. Comment voulez-vous parler de détournement de données publiques pour quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire? Est-ce que c'est l'argent de l'État? Une fraude fiscale, ce n'est pas un détournement de données fiscales, si ça existe. Et une fraude fiscale doit partir avec les délais de la prescription. Quand vous faites une enquête au niveau de la fraude fiscale, vous avez des délais pour contester la fraude fiscale. Est-ce qu'elle a été faite?
Est-ce que le ministre des Finances n'a pas validé les comptes? Ces comptes ont dû être validés. Est-ce qu'on est dans les délais en ce qui concerne le ministère des Finances pour engager éventuellement des poursuites dans ce sens-là? Il ne faudrait pas que la CONAC puisse s'arroger des compétences qui ne lui appartiennent pas. Exact. Ça, c'est la première chose. Moi, je crois que dans cette affaire, ça suffit. Il ne faut pas que la CONAC s'érige en les places du ministère des Finances qui contrôle la douane, qui fait son travail, hein, et qui se mettent également à dire qu'ils sont là pour s'occuper de tout, même des transferts illégaux en mettant des amendes. Ça, c'est pas sérieux. Et je dois le dire, si la CONAC a des personnes qui sont sérieuses, notamment M. Ngale Youm, qui était procureur général ici à Douala, qu'on fasse des enquêtes contradictoires. Moi, je suis pour la défense des commerçants dans un pays compliqué, difficile pour faire des affaires. Alors, le rapport de on ne doit pas, ce rapport-là, à mon avis, en tout état de cause, s'agissant de cet aspect, me semble être excessif et surtout fait par des personnes dont la compétence me semble être douteuse, et ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Le rapport de 2017 de la CONAC... Quand il s'agit des hommes d'affaires, vous allez les voir, ils vous donnent les documents, vous saisissez les ministères compétents. Il vous assure que le ministre des Finances a des gens compétents, des inspecteurs qui savent comment faire. Vous ne pouvez pas. Ça veut dire qu'il est en même temps en train d'accuser le ministère des Finances, notamment les services de douane et les services fiscaux, en disant qu'ils sont des complices et même de transferts sociaux. C'est l'accusation menée directement contre le ministre des Finances qui fait un travail remarquable. Rapport 2017 de la CONAC, Hilaire Zipan, les méthodes d'investigation de la CONAC qui sont remises en cause concernant une entreprise importatrice des produits halieutiques et le principe du contradictoire qui, selon Congelcam, n'a pas été respecté. L'entreprise estime qu'elle n'a reçu aucune mission d'enquête et de contrôle et d'investigation de la CONAC durant ces enquêtes menées sur ces infractions alléguées. Quelle est votre analyse sur ce sujet? La CONAC, c'est la Commission nationale anticorruption, que par définition. Ses missions sont connues, ses objectifs sont bien connus, et je ne comprends pas trop bien la démarche. Je me serais attendu à ce que, compte tenu du scandale de la CAN, de la surfacturation qu'il y a dans la CAN, que la CONAC puisse se saisir de ce dossier. Et c'est l'occasion pour moi de dire que tous ceux qui vont surfacturer pour la CAN, bénéficiant des financements des pays étrangers, nous, Camerounais de nouvelle génération, nous ne payerons pas quand nous serons là. La deuxième chose, M. Ngouchingue, c'est quand même un capitaine d'industrie. Il fait quand même la fierté des Camerounais. Et aujourd'hui, face aux multinationales qui pillent tout, qui prennent tout, on a quand même besoin de soutenir les Camerounais de cette dimension-là. Je ne comprends pas trop bien. Lorsque vous faites l'importation, vous avez un corps de l'administration face à vous, c'est la douane. Et là, il aurait cité ou prend la partie l'inspecteur ou le chef secteur de douane nommément. C'est ça, c'est exact. Et là, je pense que là, le directeur de la douane, que l'on connaît très bien, qui est un monsieur très ouvert, aurait pu bien dire, ok, voilà, vous avez besoin de faire des enquêtes dans mes services, voici comment l'importation a été faite. Ça, c'est la première. Puis par la suite, pour ce qui est de la société publique, qui gère l'activité portière, c'est le Office national des ports. Là où il aurait dit aussi, pour là, vous avez minimisé à partir du port. Et enfin, on a la direction générale des impôts. Et là encore, on a notre corps des hauts fonctionnaires qui, ma foi, font quand même un travail remarquable. On se serait attendu qu'au niveau de l'administration, que les montants soient connus. En passant, quand vous avez un montant, ou du moins une quantité de poissons importés, vous pouvez dire avec exactitude le montant de la douane. Il y a tout un documentaire là-dessus. Il en va de même pour l'activité, pour ce qui est du détaillant, on peut dire le montant à payer. Mais il n'est pas le seul. C'est compte tenu du fait que les fonctionnaires ont laissé que les gens fassent une activité et en font l'activité des détails. Lorsque les sociétés de téléphonie mobile font du détail pour vendre le téléphone, on ne trouve pas de scandale. C'est un problème d'abord textuel, de non-application de ces textes et des contradictions de ces textes qui nous amènent de cette situation. Face à une situation où nous avons les multinationales qui pillent tout, qui prennent tout, on a besoin des gens de ce mandat-là pour arrêter d'abord
bien entendu, leur pénétration ensuite avancée. Et puis je voulais chuter aussi. Et les sénateurs. Et il a soulevé un autre problème qui est extrêmement délicat. La banque. Eh bien, dis donc. Alors, mes chers amis de la CONAC, vous êtes très forts. Comment ils ont pu aller à la banque, savoir que le coût du jour était... Le 4,40 c'est au jour le jour. Le marché noir c'est au jour le jour. Comment ils ont pu chiffrer ça? Mais ils ont fait le travail de banquier maintenant. Mais non, on les a demandé d'aller chercher tout ce qui pille naturellement dans les marchés publics. Et on a vu sur une chaîne concurrente à la vôtre, un monsieur qui est passé avec du zèle, un bon cravate, nous dit qu'il a vendu le sac de ciment à 16 000 et qu'il a acheté, qui vendait, qui facturait à l'État 700 000 francs le camion de sable. Ce sont ces genres d'investigations que la CONAC a appelé à faire. Parce que là, vous avez la fortune publique dans laquelle les impôts sont sujets à payer remboursement, etc. Mais, M. Gouchingué, vous pouvez continuer, mais donnez aussi un peu aux autres, parce que nous sommes transporteurs, M. Gouchingué. Donnez-nous un peu du transport en passant. Ce rapport 2017 de la CONAC, dans lequel l'entreprise Congelcam est accusée de ne pas payer ses impôts selon les normes, hein. Maître Fidèle Doumboussy, est-ce que le Congelcam paye ses impôts? Est-ce que le problème a été posé dans ce rapport? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, que lorsque vous lisez le rapport, la CONAC parle de fraude fiscale. Et on s'attendait à ce que la CONAC indique qu'au cours de l'année 2017, la société Congelcam n'a pas payé les impôts pour un tel montant. Et mon estimé confrère, Maître Pensy, venait de le relever tout à l'heure, que quand on parle de fraude fiscale, il y a une administration qui est chargée de le faire. C'est la direction des impôts, la direction générale des impôts. Et on connaît le personnage qui gère cette direction à l'heure actuelle. Il est extrêmement méticuleux. Quand il y a fraude fiscale, il est extrêmement méticuleux. Quand il y a fraude fiscale, on peut prescrire le contrôle qui aboutit à un redressement, qui peut donner lieu à un contentieux fiscal et tout ça. Et à la fin, l'opinion se demande, est-ce que Congelcam paye ses impôts? Pour l'année 2017 et pour toutes les années passées, la société Congelcam a toujours régulièrement payé ses impôts. Je vous indique qu'en 2017, en termes d'impôts sur les sociétés, la société Congelcam a payé 3 milliards 242 millions 715 000 francs. En termes d'impôts sur le revenu des personnes physiques, c'est-à-dire retenus pour les employés, la société Congelcam a payé 177 millions de francs CFA. Patente, 246 millions 943 000 francs CFA. CNPS, 469 millions 782 000 francs. Et en termes d'impôts locaux, ce qu'on appelle les taxes des collectivités territoriales décentralisées, la société Congelcam a payé plus de 110 millions 299 000 francs CFA. Mais on devait reverser ça à la mairie de Douala premier parce que c'est là où se trouve son siège. Voilà 110 millions qu'on ne voit pas. Que la mairie de Douala premier ne voit pas. Dans tous les cas, quand nous serons là, on va aller chercher ça. C'est un bon contribuable. S'agissant des droits de douane, la société Congelcam a payé au cours de l'année 2017. Et comme il le disait tout à l'heure, qu'à partir de l'importation, c'est-à-dire du volume importé, on peut déduire facilement les droits de douane. La société Congelcam en 2017 a importé pour 111 milliards 626 millions 498 000 francs et a payé les droits de douane de 9 milliards 538 millions 375 638 francs contre quittance que la société détient et peut produire à tout moment. Et je précise dans ces accusations de fraude fiscale de la puis il y a quelque chose qui me semble bizarre. On ne peut pas importer pour 100 milliards et frauder pour 32 milliards. 32 milliards. C'est pas possible. Pour frauder pour 32 milliards, il faut avoir importé pour 400 milliards. Au milieu 400 milliards. On peut pas. C'est pas possible. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une cabale contre une entreprise citoyenne qui ne demande qu'à faire son travail et qui fait bien son travail et qui paye régulièrement. Je voudrais ajouter qu'en ce qui concerne le poisson. Mais je ne défends pas les militants du RDPC, le capitaine d'industrie, pas les militants du RDPC. S'agissant du poisson, on ne peut pas l'État ne peut pas mettre des taxes qui soient très importantes au niveau de l'importation, parce que ça va jaillir sur le coût et le prix du poisson, le consommateur final. Donc, Emmanuel, je voudrais préciser, je voudrais préciser, et comme vous le relevez, c'est très bien, parce que lorsqu'on lit le rapport de la CONAC, les fraudes fiscales et douanières dont il parle, et qu'elle dit qu'elle a eu ça d'un journal qu'on appelle Cameroun Matin, sont des faits de 2009 et de 2014.
Alors qu'il se trouve que pendant cette période-là, il y avait suspension des droits de douane. Il n'y avait pas de droits de douane à payer. Les droits de douane ont été rétablis que dans la loi de finances de 2017. Et il y a même eu autre chose. Le ministre du Commerce a eu une attitude vis-à-vis, parce que à une époque, le maquereau était trop cher, il s'est rapproché de... Vous mangez le maquereau, maître? Oui, je mange le maquereau, parce que et il faut manger le maquereau, parce que c'est un poisson gras qui lutte contre l'AVC. Donc c'est le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol. Il a le bon cholestérol et il faut le manger. Donc le ministère des Finances, le ministère du Commerce s'est rapproché de lui dans le cadre de la lutte contre la vie chère au niveau du ministère. C'est pour ça qu'il y a eu cette suspension des droits. Donc je crois que les analyses qui ont été faites par la CONAC sur la base des écrits d'un journal ne sont ni sérieuses. La CONAC fait des observations. Elle fait des analyses. Elle fait des observations. Permettez à Kambia de réagir sur ce sujet. Edmond, les investigations menées par la CONAC qui sont de plus en plus contestées par des entreprises indexées dans ces rapports. Il y a quelques années, c'était des multinationales dans la téléphonie mobile et les télécommunications. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait dans l'importation des produits halieutiques, une entreprise camerounaise qui trouve que son image est écornée et qui relève des irrégularités dans l'enquête menée par la CONAC. Quelle est votre réaction? D'abord, je tiens à partager tous les arguments qui ont été développés par tous mes companélistes ici sur le plateau, parce que c'est extrêmement grave. La légèreté avec laquelle la CONAC a mené sa soi-disant investigation ou contrôle. Parce que je partage l'idée avec les avocats, comme dans le métier des journalistes, le principe du contradictoire est essentiel dans toute enquête. On ne peut pas mener une enquête sans le principe du contradictoire, sans recueillir la version de la personne pour laquelle on enquête. Si vous asseyez dans votre coin, vous racontez des histoires, vous mettez sur la place, vous dites que voilà ce qui concerne telle personne. Quelle est sa version de fait? Il dit, même en matière de journalisme, ça ne tient pas debout. Il faut dénoncer cela avec la dernière énergie. Maintenant, vous parlez de l'image. Et c'est plus grave encore. L'image de Congelka et de son directeur général sont écornées dans cette affaire. Et le risque est grand. Le préjudice est important par rapport à ses partenaires. La confiance que je suis Congelka vis-à-vis de certains partenaires, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ils vont se mettre peut-être à douter. Est-ce que cet homme paye ses impôts normalement? Donc le préjudice est grave. Et j'ai saisi cette occasion pour dire que j'ai également parcouru ce rapport. Et je vais vous dire une chose qui attire mon attention. Parce que la CONAC indexe beaucoup de ministères considérés comme les plus corrompus au Cameroun. Et je voudrais citer particulièrement les ministères qui sont délégués à la présidence de la République. Pour rappeler à la CONAC, quand même, que le ministère délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics a un ministre qui vient d'être enlevé du gouvernement, Abassadou. Mais en fait, le véritable ministre des marchés publics, c'est Paul Biya. Cela signifie que la CONAC a déclaré dans son rapport qui vient d'être publié que Paul Biya est le ministre le plus corrompu en matière de marchés publics. C'est ce que la CONAC a dit. La CONAC dit dans son même rapport, cite entre autres le ministère de la Défense, qui est un ministère délégué à la présidence de la République, comme l'un des ministères les plus corrompus. Ce n'est pas Betty Assomo, ministre de la Défense, qui est considéré comme corrompu. Cela signifie que la CONAC affirme, je dis affirme, que Paul Biya, dans le ministère de la Défense, il est le plus corrompu comme ministre de la Défense. Il y a également le consul qui est cité. Cela signifie que la CONAC affirme que Paul Biya est le plus corrompu en matière de contrôle de l'État, de contrôle supérieur de l'État. Donc, il faut vraiment s'interroger sur la crédibilité de ce rapport, au niveau même des méthodes d'investigation comme de sa portée. Je tenais à le dire. Justement, dans son rapport 2017, la CONAC, qui fait savoir qu'elle s'est rapprochée de l'entreprise Congelcam dans son rapport. Pourtant, l'entreprise Congelcam, qui dans sa réaction dit qu'elle n'a jamais reçu une mission d'inspection. S'agissant de l'exercice 2017, la société Congelcam n'a reçu aucune mission de la CONAC. Et je voudrais préciser que les 32 milliards de chiffres fabriqués, dans les chiffres fabriqués, il y a 2/3 qui représentent les amendes. Et qu'on cumule les 2/3 des amendes qu'on ajoute au principal. Même si par extraordinaire il y a amende, on ne paye que l'amende, le principal n'est pas l'argent de l'État. Parce que le principal, c'est l'argent de la société Congelcam pour payer ses fournisseurs. Donc on fait 2/3 d'amende pour dire que c'est le détournement des deniers publics. Parce que même quand il y a amende, l'amende a un montant. Et même s'il y a les pénalités sur les amendes, ça porte sur le montant de l'amende. Par exemple, s'il y a une amende de 20 millions, on dit que c'est 200%. On multiplie les 20 millions par
par 2. Ouais. Et ça fait 40 millions. Ouais. Pas qu'on prend le principal qui a été qui a été transféré, c'est-à-dire 4 milliards 915 millions, et on multiplie par 2 pour avoir amende 9 milliards 830 millions, et on additionne avec le principal. Vous voyez qu'il y a une volonté manifeste de nuire. Et je voulais également ajouter qu'en 2017, au cours de l'année 2017, la société Congecam a reçu du ministère des Finances 3 prix. Elle a reçu le premier prix pour challenge meilleur taux de réalisation des contrats sur 2017, deuxième prix du plus grand contribuable et deuxième prix de forte progression des droits payés par catégorie impôt-import. Donc, vous voyez que le préjudice est énorme, comme disait Edmond. Une société qui respecte scrupuleusement les règles de la République et qu'on vient jeter en pâture, on jette à la vindicte populaire en parlant de corruption, de détournement de deniers publics, de fraude douanière, de fraude fiscale et autres. Alors, au-delà de Congecam, il y a le rapport 2017 de la CONAC, comme l'a souligné Edmond Kamgia, qui attribue des notes de corruption à certaines administrations publiques. Elle-même s'est évaluée dans ce rapport en estimant qu'elle a plutôt de bons points concernant l'état de la corruption dans son administration, à savoir la CONAC. Comment appréciez-vous ces méthodes d'investigation au fil des années? Je pense que je suis très bien placé pour dire que la méthode de la CONAC semble être complètement hypertrophiée. Il y a quelques années, j'ai saisi justement la CONAC pour ce qui est de l'injection des fonds publics à la communauté urbaine. J'ai saisi la CONAC pour ce qui est des fonds des deniers publics à la mairie de Douala Premier. Aucune suite n'a été donnée. Mais on trouve meilleur devenu général de la Vindicte populaire, un capitaine d'industrie, parce qu'il mélange les intérêts de certaines personnes qui semblent tapis dans l'ombre, qui veut détruire complètement ce capitaine d'industrie. Ce n'est pas normal. On a besoin de gens comme ça pour résister à cette mondialisation sauvage dont le protectionnisme de notre économie en a véritablement besoin. On peut lui demander de faire quelques concessions pour ce qui est particulièrement des distributeurs, pour ce qui est particulièrement de ceux des activités de transport, mais il n'en demeure pas moins que ce monsieur, compte tenu des prix qu'il a reçus. Et je peux vous dire que le suivez très bien à la grande soirée de la douane qui aura quelques jours, le directeur général Fongot, il est parmi les nominés qui, pour ceux qui ont contribué à payer les droits de douane scrupuleusement. Et quand vous allez complètement dans les ristournes, pour ce qui est du port autonome de Douala, vous verrez que ce monsieur bénéficie de beaucoup de ristournes. Vous voyez que je suis dans un secteur où je maîtrise énormément de quoi il contribue. Alors, il y a peut-être des grades ou peut-être beaucoup de pouvoirs qui en bénéficient, mais il n'en demeure pas moins que s'il reste sur la taloche, il est complètement surmergé par les multinationales qui veulent à tout prix prendre sa place. Vous êtes sans ignorer que ces derniers temps, il y a les grandes surfaces qui essaient de prendre de l'espace. Suivez mon regard, ils sont en train de s'installer un peu partout. Allez donc voir comment ils font l'acquisition de ces terrains-là. Et je pense que la CONAC aurait mieux fait d'aller vérifier dans le foncier de ce qui s'est passé pour les pourtours de la CAN. Et je parle principalement du stade de Bepanda Omnisport, où à l'heure actuelle, il y a un scandale là foncier de très grande ampleur. Voilà le travail de la CONAC. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Maître Emmanuel Pincy, d'être venu sur ce plateau. Merci, Edmond Kamgia. Merci également à vous, Maître Fidèle Doumbissi et Hilaire Zipan, d'être venus ce dimanche avec nous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission de Droit de réponse. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.